Bienvenue au 5 à 7 de l'Info Relève. Ce soir, on va vous parler de la diversité de la profession infirmière. Pour ce soir, moi, je vais commencer par vous présenter le rôle de l'infirmière en obstétrique. Je m'appelle Agnès Benoît. Par la suite, il va y avoir Sonia qui va vous présenter le rôle de l'infirmière en neurologie. Et finalement, Annabelle qui va vous présenter le rôle de l'infirmière en hémato-oncologie. Donc, pour ma part, c'est ça, je travaille en obstétrique. Je vais vous parler brièvement de mon parcours scolaire et professionnel. Dans le fond, moi, j'ai commencé par faire un cours technique en soins infirmiers au Cégep à Sainte-Foy. C'est là que j'ai découvert quand même mon intérêt pour l'obstétrique. Par la suite, j'ai fait un bac en sciences infirmières à l'Université Laval. Et finalement, j'ai fait dernièrement un programme cours de premier cycle en soins infirmiers en périnatalité à l'UQAR. Ce programme-là, dans le fond, c'est un petit cours de 12 crédits seulement qu'on peut prendre. Le seul préalable qu'on a, c'est d'avoir une technique en soins infirmiers. C'est uniquement à distance, mis à part une journée en laboratoire qu'on doit aller à l'UQAR. Sinon, à part de ça, c'est pas mal ça. Dans mon cas, ça m'a permis surtout d'approfondir mes connaissances en obstétrique parce que je travaillais déjà dans le domaine. Mais pour quelqu'un qui s'intéresse à l'obstétrique, ça peut être l'occasion de découvrir un domaine super intéressant. Mon parcours professionnel, j'ai commencé ici à l'Enfant Jésus pendant que j'étais CIPI. J'ai commencé en hémato-oncologie puis un petit peu sur l'équipe volante. Donc, je me suis promenée. Par la suite, j'ai changé de poste et j'ai été en obstétrique à Saint-François-d'Assise et je suis là depuis 2012. Il n'y a pas de prérequis pour travailler en obstétrique, mis à part être employé du CHU de Québec. Ça implique une formation qui est théorique et un jumelage pratique aussi. Les CIPI peuvent travailler chez nous, sauf que pour elles, ils vont commencer au postpartum. Donc, ils vont pas tout de suite avoir accès à la salle d'accouchement, mais ça permet de prendre connaissance avec le département de l'obstétrique. Donc, au début, ils font du postpartum. Par la suite, ils vont pouvoir éventuellement être formés à la pouponnière. Et lorsqu'elles vont avoir leur diplôme, lorsqu'elles vont être infirmières, elles vont pouvoir travailler en salle d'accouchement et sur les autres, aux autres endroits qu'on peut travailler lorsqu'on est infirmière en obstétrique. Si on est infirmière et qu'on s'en va travailler en obstétrique comme moi, qu'est-ce que j'ai fait, c'est que tu commences directement en salle d'accouchement. Donc, tu vas prendre connaissance avec le milieu de la salle d'accouchement, puis éventuellement, tu vas être formé à tous les autres postes que tu peux avoir en obstétrique. C'est ça qui est super intéressant parce que c'est vraiment diversifié. Tu peux travailler à la pouponnière, tu peux être aux soins intermédiaires pour les nouveau-nés qui présentent des situations de santé plus complexes. Tu peux travailler au postpartum, on a des grossesses à risque. On a aussi une urgence de l'obstétrique, donc du triage, je vais vous en parler un petit peu plus tard. On a aussi une salle de césarienne, puis c'est notre étage qui s'occupe de gérer la salle de césarienne. Donc, il y a 3 postes d'infirmières en salle de césarienne, soit infirmière au service externe, interne ou au service mère-bébé. Puis, on a aussi même une clinique externe qu'on peut travailler. Donc, vraiment beaucoup de possibilités. Puis, on a vraiment toujours des formations quand on travaille en obstétrique pour nous maintenir à jour dans notre domaine. Par rapport aux activités réservées, selon l'OIQ, il y en a une qui est directement reliée au domaine de l'obstétrique, c'est contribuer au suivi de la grossesse, à la pratique des accouchements et au suivi postnatal. En gros, qu'est-ce qu'on fait? C'est surtout une contribution, une collaboration avec les médecins. C'est sûr qu'on a des actes qu'on peut faire, puis évidemment, il peut y avoir des préjudices. Donc, c'est quand même sérieux. Sinon, la promotion, la prévention et la protection de la santé, c'est vraiment une activité qui nous est réservée puis qu'on est très autonome à ce niveau-là. Être nouveau parent, ça demande beaucoup d'apprentissage, fait que c'est sûr que comme infirmière, on encadre beaucoup les nouveaux parents. La finalité dans tout ça, c'est tout simplement qu'on a vraiment notre place comme infirmière pour travailler en obstétrique. En gros, il y a 3 parties qu'on peut faire quand on travaille en obstétrique. Il y a en antépartum, fait que pour le suivi de grossesse, je vais vous parler pour ma part parce que quand on travaille à l'hôpital, c'est plus juste les patientes qui viennent à l'hôpital. Là, on parlera pas de CLSC.
mais on les voit à la clinique externe, les patientes qui ont une routine à suivre, qui ont des examens à voir pour si leur grossesse se passe bien. Et on voit aussi les patientes à l'urgence de l'obstétrique avant qu'ils soient admises en salle d'accouchement. Donc, évidemment, on va surveiller l'état de santé de la femme enceinte. On va surveiller aussi l'état de santé du bébé. Puis, on va agir en conséquence dépendant de qu'est-ce qui va se produire. À part de ça, pour le travail et l'accouchement, c'est principalement ça notre rôle qu'on est plus en contact. On va surveiller la patiente et son bébé pendant toute la période de l'accouchement, voir autant comment ça va physiquement qu'émotionnellement. Dès qu'ils arrivent à l'étage, on les prend en charge. Des exemples de choses qu'on peut faire en salle d'accouchement, c'est super varié. Premièrement, on va faire l'évaluation complète de la femme enceinte. On va aller regarder son col de l'utérus, on va regarder ses contractions, on va regarder la position du bébé. On va aussi, on a beaucoup d'ordonnances collectives, de protocoles à suivre, parce qu'en obstétrique, c'est du 1 pour 1. Donc, on est quand même super autonome parce que les médecins ne sont pas nécessairement souvent là. On peut déclencher un travail avec de la médication. On peut surveiller une analgésie périmédulaire, fait qu'avec une péridurale. Puis aussi, il nous arrive parfois de pratiquer des accouchements précipités, parfois sans médecin, donc il faut être préparé aussi à avoir de l'action, parce que c'est vraiment pas un travail qui est monotone en obstétrique, on fait jamais la même affaire d'une journée à l'autre. Aussi, malheureusement, un côté qui est plate de l'obstétrique, parce que en général, c'est presque tout le temps joyeux, mais c'est sûr qu'il arrive parfois des réanimations de nouveau-nés, donc il faut être très bien préparé pour ça aussi. Donc ça, c'est une des formations qu'on n'a évidemment pas le choix d'avoir. En ce qui concerne le postpartum, comme je vous parlais, il y a beaucoup d'enseignements, mais on va aussi surveiller l'état de santé de la mère du nouveau-né, être sûr qu'il n'y ait pas de complications après l'accouchement. Comme je vous disais, il n'y a pas une journée de similaire en obstétrique, puis moi, pour ma part, c'est ça que j'aime parce que on se promène tout le temps d'une place à l'autre. Une journée, je peux être à la pouponnière, le lendemain, je vais être en service externe aux césariennes. Je fais jamais la même chose. Fait que c'est vraiment pas routinier. Je vais vous parler très rapidement de qu'est-ce qu'on fait à chacun des endroits. En salle d'accouchement, comme je vous disais, c'est différent des autres étages parce que c'est du 1 pour 1. Donc, tu fais juste te centrer sur ta patiente, puis sur son bébé, évidemment, puis tu lui fais les soins et les surveillances que tu as à faire dépendant de son état de santé. Puis tu l'accompagnes dans le but d'accoucher. Pour le postpartum, ça ressemble plus aux étages standards, sauf qu'on n'a pas un patient par lit. On a une mère et son bébé à s'occuper. Donc, on travaille en collaboration avec une infirmière auxiliaire, puis on fait nos tournées de chambre un petit peu comme sur les étages, mais il va y avoir beaucoup d'enseignements. Aussi, les infirmières au GAS et aux grossesses à risque, mais c'est les patientes qui sont hospitalisées avant l'accouchement parce qu'ils ont un problème de santé. Fait que ça, on fait un suivi avec elles aussi. À la pouponnière, on administre des soins, on fait des surveillances, on évalue. C'est les bébés qui sont malades seulement qui vont à la pouponnière. Donc, c'est ça. On a quelques patients dépendant de leur état de santé. Puis, on a une infirmière qui est aux soins intermédiaires. Elle, c'est une infirmière qui a eu plus de formation, souvent plus de pratique, qui est en mesure de pratiquer une réanimation. Souvent, c'est elle qu'on va appeler quand on va avoir des besoins en salle d'accouchement pour qu'elle vienne nous aider. Puis aussi, elle peut faire le transfert avec le centre mère-enfant, là, je vais vous en parler tout à l'heure. Parce que oui, à Saint-François, on n'a pas des soins intensifs pour nouveau-nés, mais il faut quand même stabiliser les bébés avant qu'ils transfèrent au centre mère-enfant. Donc, on a quand même de l'action à ce niveau-là. Pour la salle de césarienne, ça ressemble un petit peu à une salle d'opération. Pour le service interne, c'est vraiment l'infirmière qui est à l'intérieur de la zone stérile. Elle va passer les instruments au médecin. L'infirmière en service externe va gérer toute la salle, va s'assurer que tout fonctionne tel que prévu. Et elle va travailler aussi en collaboration avec l'infirmière en service interne. Service mère-bébé, c'est notre particularité à nous en obstétrique. C'est une infirmière qui va s'occuper de la mère avant l'accouchement et du bébé et de la mère aussi après l'accouchement par césarienne. Donc, c'est un rôle qui est particulier. Sinon, l'urgence obstétrique, on a seulement 4 lits, mais il y a énormément de roulements. On va voir les patientes avant qu'elles soient admises. Les filles doivent décider, est-ce que j'admets la patiente ou est-ce que je la garde ici pour lui faire des soins? Fait qu'il y a quand même, il faut avoir un très bon jugement clinique pour travailler là.
Puis sinon, il y a l'infirmière en clinique externe qu'on vient d'implanter, que c'est plus des soins qu'on va surveiller des patientes avant qu'ils viennent en salle d'accouchement pour faire des routines ou des tracés, pour voir comment va le bébé, puis tout ça. Collaboration interprofessionnelle, bien évidemment, on a beaucoup de collaborateurs sur l'étage. Les médecins, c'est sûr qu'on ne pourrait pas s'en passer. On a 2 sortes de médecins en obstétrique. On a des obstétriciens gynécologues et on a aussi des médecins de famille. Donc, c'est des pratiques un petit peu différentes. On travaille avec les deux. Sinon, on travaille évidemment avec des résidents en médecine familiale et des résidents en gynéco-obstétrique. On a des externes. On a aussi l'équipe de pédiatrie qui comprend les résidents et les externes. On a parfois des sages-femmes parce que quand ça complique en maison de naissance, les sages-femmes vont nous amener la patiente. C'est nous qui la prenons en charge, mais ils sont là puis on travaille en collaboration quand même avec elles. On a des conseillères en allaitement pour après la naissance du bébé. Évidemment, c'est pas toujours facile d'allaiter un bébé. Donc, c'est un très bon support d'avoir notre conseillère en allaitement pour nous aider. Et principalement en salle de césarienne, on travaille avec tout le personnel du bloc opératoire qui vont monter pour venir nous aider à faire les césariennes. Donc, les inhalothérapeutes, les anesthésistes et les résidents en anesthésie. Nos collaborateurs principaux, bien évidemment, c'est ça, c'est le centre mère-enfant, que ce soit pour les nouveau-nés qui présentent des situations complexes qu'on n'est pas capable de prendre en charge ici, ou pour les grossesses à risque, parce qu'on en fait ici, mais encore là, on est moins poussé qu'au CHUL. Mais on va collaborer avec le CHUL pour leur transférer nos patientes. Pour conclure, ben, je vous dirais que moi, en allant travailler en obstétrique, j'ai vraiment découvert une passion. Je trouve que c'est super stimulant, c'est diversifiant, c'est très gratifiant. On est toujours remercié. Tu sais, veux pas, c'est un contact avec les patients qui est différent un petit peu que dans d'autres domaines parce qu'on n'est pas vraiment en contact avec la maladie. Oui, ça arrive, mais la dynamique est vraiment différente. Moi, je me trouve chanceux d'être en contact avec des patientes, puis leurs conjoints qui vivent des moments super beaux. On peut toujours apprendre vraiment la formation en obstétrique, c'est en continu. On a beaucoup d'autonomie, de leadership, parce les médecins nous laissent beaucoup de place, puis il y a beaucoup de confiance sur notre étage. Puis vraiment, on a une super équipe de travail, fait que si ça vous intéresse, ben je vous invite à postuler. Fait que c'est pas mal ça. Avez-vous des questions? Y a-t-il quelqu'un qui a une question à un autre centre? Pas de questions pour Saint-François, merci beaucoup. OK. Oui. Ben, c'est juste une petite question de ça, mais est-ce que c'est vrai que ça peut être. Les listes d'attente sont-tu vraiment longues pour l'obstétrique? Parce que j'entends souvent que ça peut prendre. On penserait que oui, mais non. Non? Regarde, moi, tu vois, je travaillais à l'Enfant Jésus. J'ai démissionné parce que c'était avant qu'il y ait la fusion entre les 5 centres. Puis j'avais aucune ancienneté, puis j'ai eu tout de suite un poste à temps plein. C'est sûr que je l'ai eu tout de suite. Il y en a un petit peu moins là présentement, mais c'est pas aussi dur qu'on pense. Puis en travaillant en Saint-François sur l'équipe volante, il y a beaucoup de filles qui viennent travailler en obstétrique. Puis on est un étage qui a énormément de demandes. Donc les infirmières sur l'équipe volante peuvent venir très souvent. C'est quasiment dire qu'ils ont un poste des fois. Okay. Pourquoi est-ce qu'on a plus de postes? Bonne question. Ici, c'est bon. Non, mais des fois, Je peux peut-être pas te répondre à cette question-là parce que, tu sais, on est tellement un étage qui est improbable qu'on gère souvent à la dernière minute. Parce que nous, on n'a pas, on dit pas, bon, aujourd'hui, on a besoin de 9 infirmières, puis ça va être stable comme ça. En 5 minutes, il peut y avoir 6 patientes qui arrivent pour accoucher, puis comme c'est du 1 pour 1, bon, on a besoin de 6 infirmières de plus. Okay. Mais autant que des fois, on fait pas de demande. Fait que c'est ça qui cause la difficulté. Oui. Parce que quand j'ai fait mes stages en obstétrique à Saint-François, Oui. L'infirmière, j'étais 2 fois en salle d'accouchement avec 2 infirmières, puis les 2 m'ont dit que c'était comme, je sais pas si c'était dit de même, mais c'était comme 100 heures garanties au départ. Peut-être parce que c'était peut-être avant qu'il y ait les 8 obligatoires, les autres, il y avait mettons des 4. Puis là, finalement, ils se retrouvaient à des fois avoir un horaire marqué de 8, puis finalement, ils coupaient beaucoup parce qu'il y avait justement, mettons, pas de naissance. C'est vrai, ça? Ça, c'était quand que tu avais fait ton stage? Savais-tu un... Ça fait 2-3 ans. Ah, ouais. Ouais, OK. Je sais pas, là, c'est quelque chose dans ce genre-là qu'on m'avait dit. Peut-être que... Ben, je suis quand même surprise, mais effectivement, moi, quand je suis rentrée, c'était obligatoire de faire un 8 au minimum. Puis ils peuvent pas te couper parce que tu as un poste.
Fait que Fait que tu t'envoies sur un autre étage? Non. Ou peux-tu te réaffecter ailleurs dans l'hôpital? Ça pourrait arriver, Ouais, c'est plus sûr. mais encore là, il faut avoir été formé ailleurs pour te faire déplacer. Moi, ça m'a jamais arrivé là pour ma part. Puis des fois, ça arrive qu'on est en salle d'accouchement puis qu'on n'a pas de patiente puis qu'on attend justement d'avoir une patiente. Parce qu'il y a un certain nombre d'infirmières au minimum qui doit être là. OK. Fait que tu te fais pas couper, tu peux pas te faire envoyer chez toi. C'est sûr que tu pourrais te faire envoyer ailleurs, mais il faut que tu aies une formation. Je sais que c'est déjà arrivé, mais je vous dirais qu'on a tellement un gros roulement que c'est le contraire. On manque de ce temps-ci, vraiment beaucoup. Fait que c'est pas quelque chose qu'on voit beaucoup. C'est ça que là, j'ai une amie là, dans l'ortho qui s'en vient chez vous là, OK. pour un nouveau poste. Là. Elle vient de postuler Valérie, puis elle disait que c'était comme marqué sur son horaire déplaçable. Ça veut dire quoi déplaçable? Ça veut dire déplaçable en obstétrique ou déplaçable dans l'hôpital? D'après moi, ça doit être dans l'hôpital, mais il va falloir qu'il la forme, parce que c'est sûr que c'est les nouveaux venus qui sont déplacés en premier. Ouais, Mais est-ce que ça veut dire qu'elle va être déplacée? Ça se peut que ça n'arrive jamais. Ça veut dire un peu. Ouais, je comprends, mais ils te forment avant de te déplacer à Saint-François-d'Assise. OK. Puis il faut l'exiger s'ils disent que... Parce que tu es obligé d'être formé avant de te faire déplacer. OK. Est-ce que vous aviez d'autres questions? Non? Moi, à HSS, j'ai une question. Quand Oui? on parle de unité certifiée amie des bébés, là, c'est peut-être pas le cas, mais c'est quoi? Peux-tu nous dire brièvement c'est quoi, si tu le sais, là, sinon c'est pas plus grave Oui, que ça. oui, ben je le sais un peu, mais pas en détail. Dans le fond, nous, notre but à Saint-François, c'est de devenir hôpital de l'Ami des bébés. C'est d'avoir un certain taux d'allaitement, quand même très élevé. Là, je sais pas le pourcentage exact. Je sais qu'on n'est pas super loin à Saint-François, mais il faut finalement faire beaucoup de promotion de l'allaitement si on veut devenir infirmier hôpital de l'Ami des bébés. Puis ça implique qu'on est comme certifié pour ça. Puis évidemment, c'est sûr que l'allaitement, c'est Fait que c'est j'imagine qu'est-ce que vous avez qui de la est. formation là-dessus en conséquence pour... Oui, pouvoir on est toujours beaucoup être- formés en allaitement. Il faut vraiment promouvoir cette pratique-là auprès des parents parce que c'est la meilleure pratique à avoir. Mais encore là, tu sais, c'est un but qu'on essaye d'atteindre, mais toujours dans le respect de nos clients. Là, on force pas la main pour allaiter non plus. Là. Non, ça marche. Bon, ben merci. Ben, C'était de super rien. intéressant. J'ai jamais travaillé en obstétrique, puis tu me donnais quasiment le goût. Merci, Julie. Je vais passer la parole à Sonia. Je vais te laisser ça. Donc, bonjour. Moi, c'est Sonia Lamontagne. Dans le fond, je suis infirmière en sciences neurologiques ici à l'Enfant Jésus. Donc, pour débuter mon cheminement scolaire professionnel, en gros, là, dans le fond, j'ai fait mon DEC en soins infirmiers au cégep de Sainte-Foy. J'ai terminé en mai dernier, là. C'est encore tout récent. J'ai fait présentement, je suis en train de faire mon baccalauréat en sciences infirmières à Lévis, dans le fond, à l'UQAR, là, Université du Québec à Rimouski, campus Lévis. Puis, dans le fond, normalement, j'aurais terminé d'ici 1 an. Je suis employée du Sud-Québec depuis 2 ans. J'ai fait 1 an, dans le fond, comme préposée aux bénéficiaires à Saint-Sacrement. Puis, dans le fond, j'ai eu un remplacement de poste comme CP en médecine ici. J'ai été en médecine jusqu'en décembre. Puis, dans le fond, sur le premier affichage que je pouvais postuler après avoir nos résultats d'examen de l'ordre, dans le fond, j'ai eu un poste en neurologie. Fait que je suis là depuis janvier, dans le fond. Pour être en neuro, ce que j'ai eu de plus, j'ai comme eu 2 jours de formation théorique vraiment comme spécifique sur les pathologies qu'on rencontre le plus, veut pas, puis un peu le fonctionnement à la routine. Puis j'ai eu 2 jours de jumelage. Ce qui est le fun du département de sciences neuro, c'est que dans le fond, c'est un centre qui est vraiment surspécialisé. Là, c'est un des plus importants centres de neurosciences au Canada. On dessert tout l'est du Québec, ce qui veut dire qu'on a beaucoup de clientèle qui vient des Îles-de-la-Madeleine, même des réserves autochtones, de la Gaspésie, Sept-Îles, ces endroits-là. Dans le fond, on traite autant des patients en neurologie qu'en neurochirurgie. On a 62 lits à l'étage, qui est vraiment un gros département. Puis on a 10 lits, dans le fond, aux soins intermédiaires, qui est comme... c'est considéré aussi en sciences neurologiques, là, mais c'est un département un peu à part. Les types de pathologies qu'on rencontre le plus souvent, là, j'ai comme essayé d'y aller, qu'on voit vraiment le plus régulièrement. Là. En neurologie générale, on a de la sclérose latérale amyotrophique. On a le Parkinson, sclérose en plaques, démence, mais bien d'autres aussi. Là. Pour ce qui est
L'hypertension intracrânienne, ben, si on a des hémorragies sous-arachnoïdiennes, hémorragies sous-durales ou intraparenchymateuses, puis de l'hydrocéphalie. En neuro-oncologie, beaucoup de tumeurs cérébrales. Fait que souvent, c'est des pronostics qui sont comme quand même sombres en neuro, mais la clientèle reste vraiment le fun. Puis ce que je peux faire de comparaison avec comme le peu d'expérience que j'étais en médecine, notre clientèle est quand même beaucoup plus jeune. Fait que souvent, c'est le fun. On s'associe, moi en tout cas personnellement, je m'associe un peu plus à eux puis tout ça. Sinon, les AVC ischémiques hémorragiques, épilepsie, on a une chambre, dans le fond, le 3145, c'est une chambre qu'on a un monitorage. Dans le fond, on a le patient a des électrodes vraiment comme sur le cerveau. C'est souvent pour des patients qui sont réfractaires à la médication, puis on veut trouver vraiment le foyer épileptique. Fait que, dans le fond, on a comme une caméra dans le poste qu'on voit en 24 heures sur 24 le patient, puis si on voit que le patient qui fait une crise, là, quoi, soit des absences, ils ont pas c'est pas tous des tonicocloniques, là, on va déclencher c'est comme une cloche d'appel qu'on a dans la chambre du patient, puis ça se met à enregistrer comme pour que le médecin puisse voir que c'est cette période-là, pas avoir à retracer les 72 dernières heures, exemple, là, pour trouver c'est quand il avait fait sa crise. Puis c'est ça. Sinon, en neurochirurgie, on a des craniotomies, chirurgie spinale, puis transphénoïdale. Ça, c'est souvent pour, quand ils passent par le nez, c'est souvent pour des tumeurs à l'hypophyse. Sinon, le rôle et fonctions des infirmières en neurosciences, ben j'ai comme mis les principales, là, mais l'évaluation de la condition physique et mentale d'une personne symptomatique. Ce qui est particulier en neuro, dans le fond, c'est qu'il faut être vraiment vigilant, comme c'est souvent des mini-changements qu'il y a. C'est pas nécessairement les signes vitaux qui changent ou quelque chose de drastique ou qu'on voit qu'il y a une difficulté respiratoire, mais souvent, il semble qu'il est bizarre. En début de corps de travail, il y avait pas autant de difficultés à parler ou, c'est des pupilles, il me semble qu'il était pas comme ça tantôt. Les forces, des fois, c'est des changements qui sont vraiment minimes, fait qu'il faut être vigilant à ça. Sinon, on assure le suivi de techniques invasives. Là, on a beaucoup je dis beaucoup avant, il y en avait plus. Maintenant, il y en a moins, mais des trachéos, des drains lombaires, ça, c'est particulier en neuro. Là, ça nécessite une surveillance quand même très accrue. C'est juste l'infirmière qui peut faire ça. Puis, dans le fond, c'est chaque heure dans la chambre, faut être là puis drainer un certain nombre de millilitres de liquide céphalorachidien, là, selon la prescription. Sinon, il y a des déviations ventriculaires péritonéales. Ça, en gros, c'est souvent c'est comme un cathéter qui insère dans le fond où est-ce qu'il y a un foyer hémorragique ou peu importe, qui veulent drainer un liquide, puis il l'envoie comme au niveau de l'abdomen pour qu'il soit comme éliminé, il va être absorbé dans le péritoine puis il va être éliminé. Sinon, les cathétéristes, il y a beaucoup de patients qui font de la rétention parce qu'on a des post-op, mais aussi parce que toutes les tumeurs à l'hypophyse, ça vient jouer sur le système endocrino, fait qu'il y a beaucoup de rétention urinaire ou des débats urinaires, là. Sinon, effectuer le suivi infirmier des personnes présentant des problèmes de santé complexes. Ben, dans le fond, on veut juste s'assurer que les demandes de consultation sont bien envoyées, que c'est fait, que ça l'avance. Dans le fond, que le patient reste le moins longtemps possible à l'hôpital tout en étant sécuritaire, là. Puis, pour planifier justement la sortie aussi d'hôpital, est-ce que le patient s'en va en réadaptation? Est-ce qu'on doit le relocaliser parce qu'exemple, il a fait un AVC trop massif puis il est plus apte à retourner à la maison? Ou on planifie juste un retour à domicile si c'est correct. Il y a beaucoup de collaboration interprofessionnelle, un peu comme sur chaque département, j'imagine, là, mais dans le fond, nous, les principaux avec qui on travaille, c'est sûr que l'équipe médicale est tout le temps là. Les travailleurs sociaux, ils vont souvent justement aller voir est-ce que la personne est apte à retourner à domicile, c'est quoi l'entourage qui est proche d'eux pour les aider. Les ergo-physios, parce que souvent, ils restent avec des déficits, comme les AVC, exemple, qui deviennent hémiplégiques, ils restent avec des déficits. Puis l'ergo est là aussi en collaboration avec la nutritionniste pour les évaluations de dysphagie, parce que c'est quelque chose qu'on rencontre vraiment, vraiment souvent, là, les patients dysphagiques. Le psychologue, parce que comme je disais un peu tantôt, là, c'est souvent des pronostics quand même sombres qu'on rencontre, là, des tumeurs, des AVC, c'est jamais le fun. Quand on a un diagnostic de SLA ou de sclérose en plaques, des fois, c'est des patients qui sont quand même jeunes, puis on sait que ça n'a pas nécessairement un bon pronostic de vie, là, fait que souvent les psychologues sont dans le dossier. Sinon, les infirmières de liaison pour justement planifier, là, est-ce que c'est un patient qui s'en va en relocalisation, est-ce qu'il y a besoin du CLSC pour faire des suivis de changement de pansement ou de suivi de prise de sang. Puis l'infirmière pivot, ça c'est quelque chose qui est quand même spécifique en neuro. On a un infirmière pivot pour la trajectoire AVC, puis un autre pour l'oncologie. Dans le fond, c'est comme des personnes vraiment ressources quand les patients retournent à domicile chez eux, puis qui ont des questions, il y a un nouveau symptôme qui apparaît ou quelque chose, puis qui se disent, c'est-tu normal, je suis censée aller consulter, ou c'est quelque chose qui peut être
correct, puis que je peux juste parler, exemple, à mon prochain suivi, mais ils ont leur numéro de téléphone, puis c'est tout le temps eux qui sont comme une référence pour eux autres, quand ils sont à l'extérieur. C'est ça offre la possibilité de travailler en soins critiques neuro, comme je disais un petit peu tantôt, là, c'est le C3000. Il y a une formation supplémentaire, puis il faut être disponible comme pour travailler, je pense que c'est minimum un 7, là, mais si tu peux pas avoir un congé d'études, un 4-14, parce que ça vaudrait pas nécessairement la peine de te former là pour juste un 4-14. Mais sinon, t'as pas nécessairement besoin d'avoir un bac ou peu importe, là, une infirmière régulière peut aller travailler là. C'est une formation supplémentaire théorique de 3 jours, puis il y a 5 jours de jumelage pratique. Le type de clientèle parce que les soins intermédiaires, c'est vraiment comme entre les soins intensifs puis l'étage. C'est beaucoup des craniotomies qui arrivent dans le fond du bloc opératoire. Sinon des AVC puis sclérose en plaques chez des jeunes patients, souvent c'est comme des diagnostics plus compliqués, fait qu'ils passent aux soins intermédiaires avant d'arriver à l'étage. Des hémorragies sous-durales, hémorragies intraparenchymateuses, puis hémorragies sous-arachnoïdiennes. Dans le fond, ça c'est juste les foyers hémorragiques qui sont à des places différentes dans le cerveau, là, souvent selon les couches de méninge. Puis qui, en fond, ils ont eu des clips d'anévrisme ou des déviations externes ou péritonéales que là, ils vont passer vraiment aux soins intermédiaires avant d'arriver à l'étage, qui soient stables. Dans le fond, tous les patients qui ont avoir un suivi qui est plus rapproché que des signes vitaux, signes neuro aux 4 heures, ben en bas de ça, il faut qu'ils soient aux soins intermédiaires. On peut pas les avoir à l'étage. C'est souvent les patients qui ont des canules artérielles, sous ventilation mécanique, qui sont toutes monitorées. Puis pour conclure, dans le fond, ce qui est le fun, c'est que c'est un centre qui est vraiment sous-spécialisé, fait que ça permet de voir des pathologies, des chirurgies, des examens qu'on voit peu ou presque pas ailleurs. Ça permet de devenir vraiment expert dans notre domaine parce que c'est vraiment spécifique comme département, là. Puis sinon, ben c'est une unité qui amène des grands changements de pratique. Souvent, on est une des unités que selon les dernières données de recherche, qu'on implante un changement, soit dans la structure ou dans des nouvelles techniques qu'on pratique. Fait que c'est bien stimulant. C'est pas mal ça pour moi. Est-ce qu'il y en a qui avaient des questions? Non. Est-ce que tu as de la formation continue? Y a-tu des... Parce que c'est tellement de la clientèle spécifique, j'imagine qu'il doit y avoir des formations sur l'unité. Ouais. Oui, ben honnêtement, moi j'en ai pas eu, ça fait juste 3 mois que je suis là, j'en ai pas eu nouvellement, mais je sais que souvent ils passent comme des avis là qu'on peut soit s'inscrire ou c'est vraiment juste comme un avis pour exemple une mise à jour de des techniques ou des choses comme ça qu'on voit passer sur le département, mais sinon je peux pas comme m'avancer plus là-dessus, j'en ai pas fait supplémentaire depuis les 3 mois que je suis là. C'est correct. Puis, avez-vous sur l'unité un cartable? Parce que là, tu parlais de plein de pathologies, tu en as quand même appris vraiment beaucoup en 3 mois. Où est-ce que tu es allé t'outiller pour connaître ça? Ben, c'est ça, les 2 jours. Pour en 3 mois, là, tout ouais. Ben, c'est sûr que faut que tu t'y intéresses un peu, mais tu sais, comme je disais un petit peu tantôt, là, quand on parlait, j'avais pas une passion nécessairement sur la neuro avant d'appliquer sur ce poste-là, mais j'étais quand même ouverte. Puis il y en a tellement à apprendre, mais oui, dans la formation théorique, ils nous donnent c'est une espèce de petit calepin résumé. Ben, en fait, on a beaucoup de PowerPoint puis de matière, mais ils nous donnent quand même un petit calepin résumé avec toutes les principales pathologies, les principales routines du département, les préparations aux examens, vu que c'est super spécifique, qu'on peut traîner là, les premiers temps sur le département. Puis c'est vraiment comme un guide de référence pour toutes les infirmières qui commencent, là, puis même pour des infirmières plus d'habitude, des fois il y a des pathologies qu'on rencontre moins souvent. Là. C'est un vocabulaire qui peut être un peu chinois, mais tu sais, on voit tellement souvent dans les dossiers, au début ça fait peur, mais c'est pas long qu'on revoit les mêmes choses revenir, puis on s'habitue, puis on devient qu'on connaît ça. Là. Ah ben super, merci, c'est très intéressant. Mais de rien. Alors, j'aurais peut-être une question. Sûrement qu'en travaillant en neuro, il y a des possibilités plus tard d'avoir des postes en clinique externe pour des suivis ou infirmières pivot. Donc, en prenant de l'expérience en neuro sur l'étage, mais après ça, ça ouvre aussi des portes pour faire des suivis de clients, plus avec un rôle autonome, puis tout ça. Oui, effectivement. Je pourrais pas non plus m'avancer trop loin là-dedans, mais oui, effectivement, ça donne ça l'ajoute un plus sur le CV, puis tu sais, il y a beaucoup moins de postes justement en clinique externe, puis il y en a comme juste 2 infirmières pivots aussi en neuro, mais oui, c'est sûr que ça donne un avantage, puis souvent c'est sur le plancher que tu vas prendre l'expérience qui va faire en sorte que tu vas pouvoir assurer un meilleur suivi en externe, ou est-ce que tu es plus un rôle autonome, puis que tu as comme besoin d'en avoir vu un peu avant de pouvoir exercer un rôle vraiment autonome. Là.
Bon, Ce ben, serait merci ça. beaucoup. De rien. C'est d'autres questions? Non? Ben, je vais laisser la parole à Annabelle qui va vous parler du rôle de l'infirmière en hémato-oncologie. Donc, c'est ça, mon nom, c'est Annabelle Morin, puis je suis infirmière en hémato-onco à l'Enfant Jésus. Dans le fond, pour mon cheminement scolaire, j'ai fait mon DEC en soins infirmiers au Cégep de Sainte-Foy. Sinon, j'ai fait mon bac en sciences infirmières à l'Université Laval. Puis pour mon cheminement professionnel, j'ai commencé comme CEPI à l'unité SARM à l'Enfant Jésus. Ensuite, j'ai fait de l'équipe volante, j'ai travaillé en médecine et soins palliatifs à Saint-Sacrement, puis environ 1 an et demi. Puis je suis en hémato à l'Enfant Jésus depuis environ 2 ans et demi. Pour ceux qui aimeraient se spécialiser en oncologie, il y a une certification qui existe, qui est offerte avec l'AIC qui est en ligne. En fait, pour s'inscrire, il faut rencontrer les critères d'admissibilité, qui est une infirmière autorisée à exercer au Canada. Il faut aussi satisfaire les critères d'expérience et ou d'éducation. En fait, ils demandent un certain nombre d'heures travaillées en oncologie. Puis, si, exemple, tu as ton bac, ben, tu peux diminuer ce nombre d'heures d'expérience-là un petit peu. Puis, c'est ça. Ensuite, il faut se préparer de façon autonome à l'examen de l'AIC. Donc, il offre sur le site une bibliographie que tu auras accès. Puis, dans le fond, il y a des groupes d'études aussi qui existent. Il y a possibilité d'avoir un mentor. Ensuite, il faut réussir l'examen de l'AIC. Puis, c'est le même que tu obtiens la mention certifiée en soins infirmiers oncologiques. Puis, c'est bon pour 5 ans. Ça te permet de te distinguer comme spécialiste dans le domaine de l'oncologie, puis obtenir des fois des primeurs sur les nouvelles normes en oncologie. Puis c'est ça, c'est nouveau que l'employeur paie une partie de la certification et de la recertification. Donc ça peut être intéressant aussi. Puis pour tout infirmier qui travaille en soins infirmiers oncologiques, il y a la possibilité d'être membre de l'ASIO, qui est l'Association canadienne des infirmières en oncologie. Puis, automatiquement, quand tu fais partie de l'ASIO, tu fais partie de l'ACIO, qui est l'Association québécoise des infirmières en oncologie. Puis, dans le fond, ça te donne accès à des revues spécialisées, des soirées éducatives, des bourses de perfectionnement, etc. Sinon, l'hématologie à l'Enfant Jésus, c'est une clientèle qui est adulte, qui a 23 lits en tout. Il y a un côté greffe qui a 6 lits, puis de l'autre côté qui est hémato-onco. Dans le fond, il y a 2 postes. Sinon, pour les patients, on les connaît quand même pour la plupart assez bien. La durée d'hospitalisation, ça va être variable, ça va dépendre des traitements. Par exemple, un patient qui va se faire greffer peut rester 3 à 5 semaines hospitalisé. Il y a aussi des patients qui viennent pour leur traitement de chimio. Ils peuvent rester 5 jours en tout sur l'étage avec la chimio en continu. Ils repartent chez eux 3 semaines. Ensuite, ils reviennent pour autant de cycles de chimio qu'ils ont besoin. Puis les principales pathologies qui sont rencontrées en hémato-onco, il y a beaucoup de leucémie, des lymphomes hodgkiniens, des lymphomes non hodgkiniens, le myélome multiple, il y a le syndrome myélodysplasique aussi, l'anémie falciforme et l'hémophilie. Pour les CEPI, dans le fond, ils sont autorisés à travailler chez nous. Ils ont 5 ou 6 jours de jumelage sur l'unité. Ils vont avoir 6 jours s'ils sont vraiment assignés à l'hémato-onco, sinon ils vont avoir une autre journée plus ailleurs dans l'hôpital. Sinon, ils vont recevoir une journée de formation sur l'hémato-onco spécifiquement. Ils vont avoir une journée de formation pour la chimiothérapie. Puis, en fait, pour les CEPI, ils donneront pas la chimio tout de suite. Il va falloir qu'ils aient terminé leur jour de probation, puis leurs 45 jours. Puis ensuite, ils vont commencer graduellement. Ils vont faire de la recherche documentaire, la recherche sur la surveillance de la chimio. Puis après leurs 45 jours de probation, ils vont être évalués au moins 3 fois pour l'administration complète de la chimio avant de pouvoir en donner. Aussi pour les nouvelles infirmières, eux, ils vont recevoir, en plus de la journée de formation spécifique de l'hémato-onco puis de la greffe, puis de la journée de chimio, ils vont recevoir 2 journées d'accueil plus général sur le cancer, les problématiques du cancer qui vont être associées.
Puis pour l'administration de la chimio, ça va dépendre vraiment du bagage puis de l'expérience de la personne. Sinon, les rôles et fonctions spécifiques à l'hémato selon la SIO, il y a les normes de pratique, il y a l'évaluation globale de santé, donc se centrer surtout sur le patient, sa famille. Il y a aussi la relation thérapeutique basée sur le soutien. Sinon, en hémato-onco, la gestion des symptômes du cancer et des effets secondaires des traitements qui est bien importante. Faire l'enseignement aussi aux patients, on fait beaucoup d'enseignements. Sinon, il y a la facilitation de la continuité des soins. Dans le fond, c'est d'aider le patient à se repérer un petit peu dans le système de santé parce que des fois, ça peut être compliqué un peu. Sinon, prise de décision, défense des droits du patient. C'est sûr, pratique professionnelle et leadership. Puis finalement, il y a l'administration sécuritaire de la chimiothérapie et de la biothérapie. Un exemple des tâches quotidiennes qu'on peut faire, il y a un outil de dépistage de détresse qui existe. En fait, on le fait remplir à tous les patients au moment du diagnostic. Puis on a plusieurs critères, admettons, avant la greffe, après la greffe. Sinon, ça permet de dépister la détresse en oncologie. Puis aussi, ça permet d'identifier les besoins, les préoccupations des patients, puis de les orienter vers les ressources appropriées. Sinon, les soins des cathéters veineux centraux, on en a beaucoup, par exemple des pipelines. Sinon, l'administration de produits sanguins comme les culots, les plaquettes, le plasma, les immunoglobulines aussi. Aussi, il y a les transplantations de cellules souches comme les autogreffes, allogreffes, puis aussi plus rarement sans cordon. Aussi, beaucoup de gestion des effets secondaires comme les nausées qui peuvent être associées à la chimiothérapie, aussi la douleur des fois parce qu'on a des patients qui peuvent faire aussi de la radiothérapie concomitante. Sinon, il y a la gestion des complications comme il peut y avoir des urgences oncologiques puis aussi des complications vraiment après la greffe. Sinon, comme j'ai dit, beaucoup d'enseignements surtout parce que le cancer, ça change une vie, donc c'est ça. Sinon, beaucoup d'évaluations, beaucoup d'écoute, de soutien, puis on fait aussi beaucoup de références à des professionnels. Sinon, les principaux collaborateurs, il y a bien sûr l'hématologue, il y a également beaucoup la famille qu'on travaille avec eux, le psychologue, on a un psychologue qui est assigné à l'oncologie, puis la nutritionniste aussi qui est importante parce que, exemple pour les patients qui vont avoir de la dysgeusie suite au traitement de chimiothérapie, des nausées, aider d'ajuster l'alimentation aussi. Sinon, il y a l'IPO, le pharmacien aussi, l'infirmière de liaison, les agents de vie spirituelle, l'ergo-physio puis travailleur social. En conclusion, c'est vraiment la clientèle en hémato-onco traverse un épisode de vie difficile. Ils se battent pour leur vie. Puis on a beaucoup d'outils à notre disposition, des ressources pour les aider du mieux qu'on peut. Puis dans le fond, j'ai rencontré beaucoup de gens qui avaient une grande force, une volonté de guérir. C'est vraiment impressionnant de voir ça. Aussi, c'est un travail qui est très gratifiant. Il y a une clientèle diversifiée, le travail s'est diversifié, on a beaucoup, ça change beaucoup chaque jour. Beaucoup de travail d'équipe aussi, puis c'est stimulant, puis beaucoup de formations et mises à jour disponibles. Est-ce que vous avez des questions? Hein? Moi, oui, à Saint-Sacrement. Tu parles de transplantation, de cellules souches, puis tout ça. Peux-tu nous dire c'est quoi un peu ton rôle dans ça? C'est quoi, dans le fond, comment ça fonctionne? Ben, en fait, transplantation, c'est sûr, ça dépend toujours de la sorte de greffe, comme l'autogreffe, ben, ça va être donné sur tout le jour, par exemple, de ça, on n'en donne pas, mais... Non, mais je veux dire, le rôle de l'infirmière, c'est elle qui administre... C'est elle qui administre. Oui, c'est elle qui administre, qui effectue la surveillance tout le long de la transplantation de cellules souches, tu restes dans la chambre, puis c'est vraiment avec le patient, là. Pour surveiller les réactions. Puis tu parlais de biothérapie. C'est quoi la biothérapie? Ben, c'est par exemple les anticorps monoclonaux. Non, mais ça peut être, exemple, le Rituxan
fait à partir d'anticorps de souris. C'est pour, dans le fond, le traitement du cancer. Ben, on apprend plein de choses, hein. C'est un milieu qu'on connaît pas. C'est pour ça qu'on pose des questions. Fait que j'imagine qu'il y en a d'autres qui ont des questions. Merci. Merci. Oui. Moi, ce qui me fait peur de ton domaine, c'est d'être amené à aller là pour une journée quand t'es sa volante. Parce que je suis pas encore allée, j'ai des amis qui ont débuté là, qui ont eu des méga formations, plusieurs jours de formation quand même assez spécifiques. Puis là, moi, j'imagine être pitchée là dans quelques semaines pour une journée, pour un soir, un jour. Est-ce que c'est parce que là, il y a beaucoup de spécifiques, un peu comme en neuro. Mais en neuro, je suis allée, puis j'ai pas eu le stress que j'ai en hémato. Mais c'est plus que des spécificités justement de chimio, de médicaments spéciaux qu'on voit pas vraiment sur les autres étapes. C'est sûr, comme j'ai dit, exemple, la chimio, si tu viens pour un jour, c'est sûr que ce sera pas toi qui va la donner. Ça va être une autre infirmière, c'est sûr, tu seras pas tout seul là-dedans. Il y a l'assistante qui est là, qui va venir te parler. On a une feuille qui a des spécificités à l'hémato, comme par exemple de l'eau stérile. Les patients ils prennent de l'eau en bouteille. Toutes nos spécificités, on l'a sur une feuille. C'est sûr, oui. Beaucoup parce que là... ils savent, les assistantes le savent ce qui se passe dans les chambres, donc tu sais, ils te donneront pas une greffe, admettons. Mais quand je vais y aller, moi, pour une journée, c'est plus un travail d'étage. Ça serait similaire à notre étage au final ou parce que ça c'est sûr. Par exemple, tu sais, comme j'ai dit, on a beaucoup de cathéters veineux centraux. Exemple, on a beaucoup on joue beaucoup avec les pompes et tout, mais non, faut pas que t'ailles peur. C'est comme je te dis, l'assistante est toujours là, elle sait ce qui se passe dans tes chambres. Puis si ça arrive souvent, je veux dire, sur les autres étages, tu donnes pas de plaquettes. Tu peux, c'est vraiment, tu seras pas tout seul. Les gens sont vraiment aidants. Puis en hématologie, c'est tellement axé sur le patient puis le bien-être de la clientèle, puis ils connaissent tous leurs patients, ils connaissent tout le monde, fait que dès qu'il y a une nouvelle infirmière, là, tu vas être juste englobé dans ce moule d'étage-là, tu te sentiras pas garoché, tout le monde va te dire « est-ce que ça va, nanana », puis ils vont tout t'expliquer parce que ils veulent pas que ça devienne chaotique l'étage, fait qu'ils te laisseront pas être chaotique toute seule, tu vas être super bien entouré, puis c'est vraiment une belle place. Ça revient un peu à ce qu'elle a demandé, dans le fond, là, mais tu sais, comme là, c'était à 45 jours de CP, il fallait t'attendre pour pouvoir administrer la chimio, que c'est graduel, tout, mais tu sais, admettons qu'on a un pas sur le volante, ça veut dire qu'à chaque fois, on n'aura pas de formation chimio, rien, fait qu'à chaque fois qu'on irait là, mettons, on ne donnerait pas de chimio, rien, de tout. De ce qui est spécialisé. Je sais, il y a des équipes volantes. Il y a des équipes volantes qui viennent souvent. Plus de jours qui ont eu la formation de chimio. C'est ça, tu peux la demander. Mais tu sais, je sais plus maintenant comment ça marche parce que je sais qu'avec les nouvelles pompes, ça a changé, donc je pourrais pas te répondre. Là. Mais tu sais, comme je te dis, l'assistante est au courant. Fait que tu sais, ça mettons t'en as, tu lui dis, puis c'est elle ou une autre infirmière avec qui t'es jumelée qui va y aller. Là. Ça c'est. Comme je te dis, puis comme Julie a dit, tu seras pas tout seul là-dedans. Ouais. Est-ce qu'il y avait d'autres questions? Hein? En fait, pour Saint-François, j'aurais une question. Juste pour la certification, là, pour l'AIC, je voulais savoir, puisque c'est encouragé de cette façon-là par ta chef d'unité, est-ce qu'il y a plusieurs personnes qui l'ont, cette certification-là, sur ton département, ou est-ce que ça l'encourage suffisamment les infirmières à le faire? Ou? En fait, la certification en oncologie, je crois qu'il y a juste l'assistante de jour qui l'a. Mais c'est comme... C'est dans le fond, comme j'ai dit, l'employeur est censé payer une partie. Donc, c'est ouvert à tout le monde qui est intéressé. OK. Parfait. Merci. Est-ce que c'était tout, hein? Est-ce qu'il y avait d'autres questions sur les autres sites? Non, c'est beau à l'Hôtel Dieu. Non? OK, parfait. Ben, merci de nous avoir écoutés. Bon, alors, c'est ce qui va mettre fin à notre 5 et 7 info relève. Puis tant qu'à avoir des gens qui sont là, des fois, si vous avez des commentaires, suggestions pour aller vous chercher plus de gens, je n'hésite pas parce qu'on essaie d'organiser ça
pour vous, parce que nous, on se donne des formations entre nous à date. Puis, je voulais dire que ça va être disponible sur Internet aussi, sur notre page Facebook. Fait que je n'hésite pas pour dire à vos collègues que s'ils ont manqué la formation, qu'ils peuvent retourner le voir là. Mais je vais vous laisser en salle en discuter si vous avez des commentaires pour qu'on puisse s'améliorer tous ensemble. Et des besoins, tu sais, comme là, j'entendais que tu parlais que tu étais comme équipe volante, que tu savais que tu allais en hémato. Tu sais, des fois, s'il y a des besoins que tu vas en parler, on est le comité relève, on est là pour ça. On n'est pas encore super omniprésent dans l'hôpital, mais on essaie tranquillement pas vite de faire notre marque. Donc, merci à ceux qui ont participé et à ceux qui vont visionner.